sur scène pour lancer le meeting d'Éric Zemmour, embrassade avec Philippe de Villiers, l'élu Rassemblement National, anciennement j'imagine Rassemblement National, hein, désormais, Reconquête, soutien d'Éric Zemmour à la tribune à Cannes. Franchement, être annoncé par Philippe de Villiers, c'est royal. Je suis bien au milieu de cette force de résistance dont la France a tant besoin et qui se regroupe aujourd'hui avec quasiment 1000 personnes qui attendent encore dehors, derrière Éric Zemmour. N'applaudissez pas trop parce que j'ai peu de temps, et si vous me bouffez mon temps avec les applaudissements, je ne pourrai rien dire. Je voulais d'abord vous rassurer sur mon état de santé. Je n'ai pas, contrairement à ce que disent mes anciens amis du Rassemblement National, de l'aigreur. J'ai l'estomac politique qui fonctionne bien. Je n'ai pas non plus de calculs rénaux dans le rein politique et je n'ai pas enfin de surcharge de l'ego, comme un ancien ami a cru bon de le dire. Ma surcharge, hélas, ma femme me le dit souvent, n'est que pondérale et je le regrette. Je vous interdis d'applaudir. À la rigueur, vous pouvez siffler. Je vais bien. Mais la France, elle, va très mal. Très, très mal. Elle est aujourd'hui sous le règne de l'illustre emmerdeur. La 7e puissance. Quelle dégringolade. À part ça, l'économie se porte bien, très bien. Jamais aussi endettée dans toute l'histoire de notre économie. On a la 7e compagnie qui nous gouverne et on est en 7e position. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Alors évidemment, la question qu'on me pose, et tout à l'heure un caméraman ou un journaliste me disait avec une originalité extraordinaire, pourquoi rejoignez-vous M. Zemmour? Évidemment, j'allais lui dire parce qu'il m'emmerde, parce que je l'aime pas, parce que je veux pas le voir, parce que c'est un imbécile, parce qu'on n'est pas bien avec lui. Bon, alors moi je vais vous dire pourquoi je le rejoins, mais avant, je tiens à dire très clairement que je n'ai strictement rien contre Marine Le Pen et que je ne dirai jamais rien contre elle. Que je n'ai rien. Que je n'ai rien contre les amis d'hier du Rassemblement National qui demeurent mes amis d'aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, car comme disait Talleyrand, ne se fâche pas avec moi qui veut. D'autant plus que beaucoup qui aujourd'hui critiquent, peut-être demain taperont à la porte, et Marie peut-être la première. Qui sait? Qui sait? Alors je suis là au nom, comme l'a dit Éric, et il a raison, de l'amitié, de la camaraderie, et aussi, il faut le confier, de l'amour partagé, non pas de Sarah, mais de l'histoire. C'est une autre histoire. Je rejoins Éric Zemmour aujourd'hui pour une raison fondamentale que nous devons tous comprendre parce qu'elle est la clé d'une explication. Je suis à 5 minutes. Il m'a fait signe, la vache, il me reste 1 minute, je ne sais pas comment je vais faire. Bon. Parce que Éric est porteur dans ces temps troubles, dans ces temps difficiles, dans ces temps de dépression idéologique, de la vertu.
c'est-à-dire de la vitalité historique, c'est-à-dire du courage, c'est-à-dire de la capacité à scier la langue de bois en copeaux. Et c'est aujourd'hui essentiel, vital. Il me donne un espoir réel. Je croyais que tout était foutu, que l'on entrait dans une dépression définitive. Et j'ai entendu le rythme de ce qu'il dit, la force de ce qu'il dit. Et j'ai compris qu'on pouvait quelque part ressusciter les idéaux de nos combats, que tout n'était pas perdu, que tout n'était pas foutu. Et j'y crois. Merci, Éric, d'avoir redonné la parole à la politique. Merci d'avoir rendu incorrect le politiquement correct. Ça, c'est fascinant. C'est fascinant. Merci d'avoir soulevé de tes mains fines d'intellectuels la soupière de la vieille soupe des connivences, des compromissions, des rencontres partouzeuses entre partis renégats qui, pour avoir un peu de louche, de soupe aux lentilles, se compromettent et rampent vers le pouvoir dégueulasse qui ruine la France. Je les déteste. Et merci enfin d'avoir renversé le guéridon mondain de la bien-pensance. Merci. Merci enfin d'avoir brisé le mur mafieux des connivences au nom de l'intérêt général. Alors je vais conclure là-dessus. Éric, ils te feront tout. Tout. J'ai connu ça. 7 ans de procès pour un tweet. Avec, attention, une convocation chez un expert psychiatre qui s'occupe des transsexuels. J'ai failli aller déguisé. Mais un ami médecin m'a dit, fais gaffe, ils n'ont pas le sens de l'humour, ils pourraient le prendre pour un syndrome grave. Oui, 7 ans. Bon, après, j'ai été relaxé, ce qui m'a détendu, bon. Mais, je veux dire, ils te feront tout. Procès en sorcellerie, sondage bidon. Oui, monsieur, j'ai fini, oui. Il me reste combien 1 minute. 1 minute. Bon, bah écoutez, alors, je vais essayer de dire l'essentiel en 1 minute. Bon, c'est ce qu'on appelle l'esprit de synthèse. Mais c'est parce que les autres qui sont passés avant, les vaches, m'ont bouffé mon temps. Et notamment Philippe, qui est d'une indiscipline monarchique. Alors je conclus vite. Je dis à celles et ceux qui attendent encore à la porte qu'elle est ouverte et qu'en y entrant, on entre dans la force du courage politique, dans la force des mots qui disent le réel, dans la force des mots qui disent la vérité. Quand j'étais enfant, mon père, originaire de Vitry-le-François, ville proche de Verdun, je jouais dans la maison familiale. Elle n'était pas encore reconstruite. Elle avait été détruite en 1870. Reconstruite. Détruite en 14. Reconstruite. Détruite en 40. On la reconstruisait. Et un jour, mon père, alors que mon grand-père avait le brevet de pilote numéro 102, mon père m'a dit, tu vois, la France, c'est cette baraque. On l'a détruite et on l'a reconstruit. Mais pour reconstruire la France, il faut des mains de travailleurs, il faut des mains de maçons, il faut des mains qui n'aient pas peur d'aller dans le plâtre, qui n'aient pas peur de se salir, qui n'aient pas peur de travailler. Et ces mains, par la grâce de je ne sais quelle providence, nous les avons. Alors vous qui êtes à l'extérieur, un homme vous tend les mains, attrapez-les,
Parce que vous êtes la France qui tombe dans le puits, qui s'étouffe, qui va mal et qui a besoin de ses mains pour sortir de la nuit du désespoir. Oui, Éric, on est avec toi. La France est avec toi. Merci. La prise de parole de Gilbert Collard donc à Cannes sous les applaudissements de Guillaume Pelletier, Éric Zemmour, Philippe de Villiers, Jérôme Rivière. Ils sont là les derniers soutiens acquis par le candidat à l'élection présidentielle qui se déplace donc pour saluer Gilbert Collard. Bon, on sait que c'est un excellent orateur, hein, Serge Raffi. S'emballer trop vite, c'est pas l'équipe du PSG quand même. Hein. Je veux dire, on est dans le mercato, il y a quelques éléments, mais ça va quand même pas très loin. Il faut quand même le reconnaître, même si là, aujourd'hui, ça flambe un peu parce qu'il y a du monde et que le meeting réussit. Et de toute manière, je suis sûr que Zemmour fera un très bon discours parce qu'il est bon. C'est un très bon orateur. Mais par contre, il faut garder raison et se dire que c'est pas non plus. Moi, je parle pas de prise de guerre, je dirais que c'est des prises de guéguerre plutôt. Vous allez arranger votre cas avec les soutiens d'Éric Zemmour, Serge Raffi. Et moi, non, juste la différence, c'est ce qu'on voit dans les images, c'est-à-dire que ça crée une équipe quand même. C'est vrai qu'on voyait surtout Éric Zemmour avec Sarah Knafo, sa conseillère sa directrice de communication. Là, on voit quand même cette espèce d'image avec les hommes de Zemmour, les hommes, un gouvernement, peu encore, de femmes. Oui, mais c'est la première fois en tout cas qu'on voit ça, parce que sinon c'était Zemmour seul ou avec elle, mais vraiment qui avançait. On n'imaginait même pas qu'il puisse y avoir une équipe. Il y a quelques jeunes qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a très peu de monde. Donc là se dessine quelque chose qu'on voyait pas jusque-là. C'est le seul atout qu'on semble être là. À un meeting, on ne peut pas le juger tant que lui n'a pas parlé, parce qu'il est quand même suffisamment intelligent pour réserver des surprises. Il sait très bien que les manques qu'on a analysés existent, et donc à un moment ou à un autre, pour avancer dans cette bataille-là, il va falloir qu'il délivre, comme on dit, et dans le domaine économique, et dans le domaine de l'éducation, et dans le domaine de l'équipe, un certain nombre de choses. Donc c'est ce qu'il cherche, et ce qu'il va dire dans les minutes qui suivent, et ce qu'il va comment peut-on dire? Infléchir. Oui, est-ce qu'il va infléchir le roman national qu'il nous raconte depuis le début vers quelque chose d'autre? C'est tout à fait possible. En tout cas, il a la conscience que cette évolution est absolument nécessaire s'il veut passer devant les deux autres. Il essaye toujours en tout cas de disqualifier Marine Le Pen, Éric Zemmour, et c'est quand même de ce point de vue, il faut quand même imaginer ce que c'est pour une campagne présidentielle d'avoir quelqu'un qui est un transfuge d'une équipe adverse, en l'occurrence Gilbert Collard, qui connaît tous les éléments de langage qui ont été précalés des semaines à l'avance, les différents déplacements, les éléments de langage, les points faibles dans la chaîne de commandement du Rassemblement national, les endroits où on peut aller gratter des élus, encore une fois, pour précisément les parrainages, voir arriver quand même quelqu'un qui collabore, qui coopère depuis 10 ans avec Marine Le Pen. Il y a quand même de quoi vraiment, du côté de chez Marine Le Pen, s'inquiéter. Alors, on dit oui, effectivement, médiatiquement, c'est pas très important, voilà, mais c'est quand même quelqu'un qui connaît parfaitement l'appareil du Rassemblement national, qui connaît, encore une fois, qui a préparé les éléments de langage, qui a préparé les déplacements. Vous savez comment ça se passe dans une campagne présidentielle? On prépare aussi les étapes. On dit jusqu'à telle date, on va la jouer un peu comme ça. À partir de telle date, on se présidentialise. Ça veut dire qu'on fera 2-3 déplacements. Et on se rend à Cannes. Anne, pardon de vous interrompre, c'est le direct. Et on reste à Cannes. Éric Zemmour monte sur scène pour ce meeting. Vous suivez en direct avec nous. Merci mes amis, merci du fond du cœur. Merci pour votre présence, votre joie, vos encouragements m'honorent. Ils sont pour moi une source d'énergie permanente. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Depuis ce matin, je sens votre ferveur, je sens votre amour, je sens votre chaleur tellement méditerranéenne et je me sens chez moi. Oui, je vous avoue, quel bonheur de rentrer à la maison. Mes chers amis, ici présents, merci d'être venus à mes côtés. Merci, Gilbert Collard. Quelle fougue, quelle énergie. Tu es fidèle à tout ce que j'ai toujours connu de toi. Dans tes discours, bien sûr, mais aussi dans ton choix de nous rejoindre. Fidèle à tes convictions, tu préfères ton pays à ton parti. Et je t'accueille les bras ouverts. Merci. Merci à monsieur Jacques Perra. Je sais qu'il est dans la salle, je sais qu'il est venu ce soir. À la fois grand maire de Nice, grand avocat. Je me souviens quand j'étais jeune journaliste politique, j'allais le voir et on abandonnait très vite la campagne municipale pour laquelle j'étais venu et on discutait politique, histoire, littérature. Merci, monsieur. Merci. Merci à Philippe de Villiers, mon ami. Mon ami de toujours. Toujours créatif, toujours inspiré. Et je vais vous faire une confidence, toujours drôle. Toujours avec un panache de mousquetaire. Toujours un panache à la deux charrettes. On dit à la charrette, n'est-ce pas, Philippe? Oui, merci. Quel plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Merci, merci Jérôme Rivière, toi qui viens de nous rejoindre. Tu quittes, comme tu l'as rappelé, ton poste de président du groupe du Rassemblement national au Parlement européen pour rejoindre la Reconquête. Et la Reconquête t'accueille avec bonheur, mon ami. Merci. Merci, ma chère Isabelle. Je suis tellement heureux de te retrouver dans ce combat. Ta compétence, ton professionnalisme et tout simplement ta présence m'avaient tellement manqué. Oui, applaudissez-la. Merci. Merci Guillaume Pelletier d'être ici ce soir. Je te remercie de tout ce que tu fais depuis ton arrivée, de ton travail, de ta bonne humeur et de tes idées à foison. Merci, mon Guillaume. Merci. Merci, Laurence Trochu. Merci, Sébastien Pilard. Merci, Damien Rieu. Merci, Benjamin Cauchy. Merci à tous. Soyez remerciés. Soyez les bienvenus, mes amis. Je suis heureux de vous voir ici, avec moi, avec nous, à Cannes. Et bonsoir, Cannes. Bonsoir, chère et si précieuse ville de Cannes. Cannes qui signifie en ligure la hauteur et qui mérite si bien son nom. Cannes, une de ces villes bénies des dieux qui profitent à la fois de la poésie de la mer et de la splendeur de la montagne. Les deux plus beaux spectacles naturels du monde. Et oui, Cannes est un spectacle en soi, avec son patrimoine architectural, avec son marché si accueillant qui m'a reçu ce matin avec tant de chaleur, et sa croisette si élégante. Cannes, dont le maire, David Lisnard, est l'un des maires les mieux réélus de France, parce qu'il aime sa ville et qu'elle lui rend bien.
Cannes, évidemment, Cannes, célèbre dans le monde entier pour sa culture cinématographique unique, pour son festival étincelant et sa palme d'or tant convoitée. Cannes, voilà un magnifique endroit pour parler de la France aux Français. Alors, comme tous les sympathisants de nos meetings, vous vous dites, pourvu qu'ils nous fassent un beau discours ce soir. L'un de ceux qui restent dans les mémoires. Alors, je ne sais pas si mon discours sera beau, j'ignore si l'on s'en souviendra longtemps, mais je peux vous dire une chose. Ce discours constitue un moment important dans notre campagne électorale. Ici, à Cannes, ce soir, l'histoire retiendra que s'est levée l'espérance française. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de choses cruciales. Et parce que nous allons ce soir donner un espoir, beaucoup d'espoir. Nous allons parler de vous. Nous allons parler de vos épreuves, de vos colères, de vos attentes, de votre fierté. Nous allons parler des conditions de notre victoire. Cela fait des mois, peut-être même des années que vous m'entendez parler de l'union des droites, de l'union du peuple de droite. Mais qu'est-ce que l'union des droites? Mes amis, l'union des droites, c'est tout à la fois l'union des patriotes, l'union des Français qui se lèvent pour que la France reste la France. Ce n'est pas un slogan de politicien, c'est l'union du peuple, l'union de tous les Français qui aiment leur héritage, l'enracinement et la transmission, même s'ils ne se disent pas de droite. Car la droite, voyez-vous, quand la droite est elle-même, elle parle à tous les Français. L'union des droites, c'est considérer d'abord que nous n'avons pas d'ennemis à droite. Non, les électeurs du Rassemblement national ne sont pas des parias. Ils ont été longtemps, si longtemps, seuls à se battre pour la France et l'ont parfois payé très cher. Non plus. Les électeurs de LR ne sont pas des traîtres. Ils ont été pris en otage par des politiciens centristes comme aujourd'hui par Valérie Pécresse, qui est allée se soumettre à Hervé Morin, à Jean-Christophe Lagarde. Dans cette salle, vous êtes nombreux, du Rassemblement national, des cadres, des militants, des électeurs. Je veux que nous vous applaudissions. Vous êtes nombreux aussi à venir de LR. On vous applaudit aussi. Et vous êtes tous les bienvenus, mes amis. La Reconquête est votre maison commune. L'union des droites, c'est le refus du piège de la gauche. Car c'est la gauche, et plus précisément François Mitterrand, qui nous a enfermés dans cette impasse. Je vais vous expliquer comment. Dans les années 80, Mitterrand s'aperçoit qu'il est politiquement en danger. La droite devient majoritaire dans tout le pays et si elle était unie, Mitterrand était perdu. Alors il emploie une tactique vieille comme le monde, diviser pour régner. Il va expliquer à la France entière que la droite n'est en réalité pas un bloc, mais qu'elle se divise en deux, pour des raisons morales et historiques. Il y aurait d'un côté la droite
qu'il va appeler républicaine. Et puis de l'autre, une droite extrémiste, aux côtés de laquelle il est indigne de se battre. Ce politicien cynique a voulu et réussi à diviser la droite en deux, pour qu'elle ne puisse plus s'opposer à lui. Il a voulu diviser une droite majoritaire dans le pays pour permettre à la gauche minoritaire de régner. Ce fut l'invention de la théorie du cordon sanitaire. Mitterrand l'a inventée et il a assez bien piégé la droite qu'elle est persuadée aujourd'hui de l'avoir elle-même inventée. Écoutez Valérie Pécresse, qui rejette les électeurs du Rassemblement national. Écoutez-la, écoutez-la, écoutez-la quémander auprès de la gauche son titre, sa petite médaille de droite républicaine. Mais, coupée de son aile droite, la droite est obligée de se soumettre au centre, qui lui-même se soumet à la gauche. Et ainsi, les électeurs sont toujours trahis. La gauche gagne toujours. Quand elle gagne les élections parce que la droite est divisée, elle conquiert le pouvoir. Mais quand la droite gagne les élections, ça ne change rien. C'est quand même la gauche qui règne, puisque la droite s'empresse de se soumettre à la gauche. Regardez le peuple de droite. Il est de plus en plus majoritaire dans toutes les études d'opinion. S'il s'unissait enfin dans les urnes, il gagnerait les élections, toutes les élections. Alors, mes amis, il est temps de sortir du piège de la gauche. Je vous propose de nous unir et de gagner. L'union des droites, c'est aussi le refus de la lutte des classes. C'est la certitude que le salarié a encore des choses à partager avec le patron. Parce que tous les deux sont français, parce que tous les deux aiment leur pays, parce que tous les deux ont peur pour leurs enfants, parce que tous les deux veulent la prospérité commune. Les autres veulent nous enfermer, les autres veulent vous enfermer dans des cases, dans des sociologies, dans des segments électoraux, par tactique politicienne ou par aveuglement sociologique et idéologique, parce qu'ils ne savent pas qu'en réalité, vous avez tous les mêmes craintes, les mêmes espérances, et elles vous rassemblent. L'union des droites, c'est une immense aventure collective qui commence. C'est la plus grande promesse de recomposition politique des 40 dernières années. C'est la réconciliation des droites majoritaires et enfin unies pour battre non seulement Emmanuel Macron, mais également la pensée unique, le politiquement correct, l'eau tiède et le magistère moral de la gauche. Les autres se contentent de combattre Emmanuel Macron. Moi, je fais mieux, plus efficace, plus utile. Pour notre avenir, je combats Emmanuel Macron, mais je combats aussi les idées qui le dominent. Alors, l'union des droites, c'est l'appel que je lance ici, dans les Alpes-Maritimes, berceau historique de toutes les droites françaises. Vous qui avez cru en Le Pen, Pasqua, Séguin, Villiers, Sarkozy, Fillon,
vous qui êtes patriotes, indépendants, républicains, vous qui étiez hier face à face, vous êtes ce soir côte à côte. Oui, mes amis, vous êtes ici côte à côte. Guillaume Pelletier, ancien numéro 2 des Républicains, Gilbert Collard, notre nouveau président d'honneur, et Jérôme Rivière, ancien président des députés européens du Rassemblement national. Vous tous, électeurs de toutes les droites françaises, à tous ceux qui ne votaient plus, qui n'y croyaient plus, je lance cet appel grave ici, mes amis, au Palais des Victoires, qui ne peut pas porter mieux son nom. Je lance l'appel des victoires, solennel et joyeux, unissons nos forces. L'appel des victoires, c'est l'appel à abolir ce fameux et funeste cordon sanitaire. Supprimons entre nous les frontières virtuelles. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. À vous, électeurs du Front National, qui n'en pouvaient plus de perdre. À vous, électeurs des Républicains, qui n'en pouvaient plus de voir vos dirigeants trahir vos idées. Unissons nos forces. Et à tous les abstentionnistes, nous disons, pour une fois, abstenez-vous de vous abstenir. Cette fois est la bonne. Oui, vous avez raison d'être amer. Oui, vous avez raison d'être en colère. Vous avez raison de vous méfier des politiciens. Et je vous comprends, parce que je suis comme vous. Je suis comme vous, scandalisé par ce que deviennent nos suffrages. Mais cette fois est la bonne. Pour redevenir citoyen, pour redevenir français, influent, décisif, c'est maintenant ou jamais. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre liberté, de votre responsabilité. La reconquête de la France par les Français ne se fera pas sans vous. Abstentionnistes, nous avons besoin de votre fierté et même de votre orgueil, de votre insolence, de votre irrespect. Nous avons besoin de votre capacité à dire non à l'idéologie, aux mensonges, au système. Depuis 30 ans, j'écoute autour de moi et j'entends toujours le même murmure qui vient à mes oreilles. Le murmure de ceux qui se lamentent. Ah, mais qu'est-ce qu'on est déçus. Ah, monsieur Zemmour, mais qu'est-ce qu'on est déçus. Et ce sont les mêmes qui revotent pour les mêmes et qui redisent « Ah, mais qu'est-ce qu'on est déçus ». Eh bien, mes amis, avec moi, c'en est fini de cette phrase. C'en est fini de « qu'est-ce qu'on est déçus ». On ne l'entendra plus, cette phrase « qu'est-ce qu'on est déçus ». Oui, vous venez du Rassemblement national, vous venez des Républicains, vous ne votiez plus depuis longtemps, vous votez pour la première fois. Vous êtes déjà à la retraite. Non, vous avez 20 ans, vous êtes artisan, vous êtes avocate, vous êtes policier, vous êtes infirmière, vous êtes professeur, vous êtes ingénieur, vous êtes si différents. Et pourtant, vous êtes si semblables. Mes amis, tant de choses nous rassemblent. Nous avons tant de combats à mener ensemble. Nous qui venons d'horizons différents, nous partageons tant de choses.
Vous êtes la France qui n'a jamais la parole. Cela fait des années que vous attendiez. Vous avez fait le dos rond, vous avez serré les dents, vous avez été courageux, patient, vous n'avez pas fait grève, vous n'avez pas cassé les vitrines, vous n'avez pas bloqué le pays. Vous attendez dignement. Et qu'attendez-vous? Et qu'attendez-vous? Vous attendez enfin la justice. La justice dans votre quotidien. Vous attendez la justice sociale, oui, mais pas celle de la gauche qui consiste à prendre vos économies pour les donner à quelqu'un qui travaille moins ou qui vient d'arriver en France. Oui, vous attendez la vraie justice sociale, celle qui vous permettrait de vivre de votre travail et même de vous enrichir si vous êtes travailleur, talentueux, volontaire. La justice parce que vous croyez au mérite. La justice parce que vous n'en pouvez plus du laxisme judiciaire avec la racaille subventionnée et dorlotée. La justice avec un État juste qui cesse enfin d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Vous voulez la véritable justice sociale et vous avez raison. Parce que depuis si longtemps, le travail ne paie plus. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'écart entre les revenus du travail et ceux de l'assistanat. Ce n'est pas juste. Je vais vous raconter une histoire. Celle de Fabien, que j'ai rencontré il y a quelques semaines lors de mon Tour de France. Fabien a 2 enfants. Il est ouvrier agricole et il gagne un peu plus que le SMIC. Tous les matins, il se lève tôt, il travaille. Oh, il aime son travail et pour rien au monde, il ne serait resté chez lui à ne rien faire. Mais après 20 ans d'efforts, il commence un peu à douter. Pourquoi? Parce que depuis quelques mois, chaque matin, à son départ, son voisin de palier ouvre grand la porte et le nargue. Mais t'en as pas marre d'aller bosser comme ça, au lieu de rester chez toi, tranquille, comme moi, à regarder la télé sans rien faire? Oui. La vérité, Fabien me l'a raconté, au nom de ces millions de Français, de travailleurs, d'artisans, de commerçants, de restaurateurs, de bouchers, de boulangers, son voisin touche le RSA et à la fin du mois, Fabien n'a pas beaucoup plus que lui. Entre le coût de la voiture, près de 600 € avec l'amortissement, l'assurance, l'entretien, le carburant, ou encore les frais de nourrice pour son dernier, son reste à vivre, franchement, dépasse à peine le RSA. Mes amis, Jacqueline Moureau, Guillaume Pelletier, savent pertinemment que dans la France des oubliés, la colère des vrais gilets jaunes, ceux du 17 novembre 2018, est née de ces injustices-là. Je mettrai fin à cette folie. Il est temps que les milieux de cordée, comme tu dis, Guillaume, ne soient plus les premiers de corvée. Assez de cette France où les soi-disant défenseurs de pauvres les condamnent à crever de faim parce qu'il faut aussi nourrir les pauvres du monde entier. Vous pensez que les politiciens de droite, de gauche ont tout essayé. Vous vous trompez. Ils ont fait tout l'inverse. Depuis tant d'années, l'État a fait exploser ses défenses. Il a ouvert le modèle social français au monde entier. Et pour le financer, qu'a-t-il fait? Il a augmenté vos taxes, vos impôts. Il s'est endetté comme jamais. Il a abaissé les salaires des travailleurs, quoi qu'il vous en coûte. Et c'est ça, paraît-il, la justice. La conséquence,
la conséquence de cette folie, je vous l'ai dit, je vous le répète, les salaires nets sont en France trop bas pour celui qui travaille et les salaires bruts sont trop hauts pour le patron. Alors, je vais réduire les dépenses d'immigration et d'assistanat avec ces économies. Et Dieu sait si elles seront importantes. Je vais baisser les taxes, je vais baisser les charges, les impôts. Sur votre fiche de paye, je diminuerai la CSG et j'augmenterai ainsi le salaire net de ceux qui travaillent. Cela fera 105 € par mois pour nos travailleurs. C'est un 13e mois chaque année. Et puisque nous nous attaquons aux injustices, je veux en aborder une que vous connaissez bien. Il est une colère qui gronde dans les profondeurs de la France. Une colère que j'entends presque chaque jour. Vous m'en parlez quand on se voit, vous me l'écrivez dans vos lettres. Votre colère, c'est le scandale de la fraude sociale. Que c'est injuste quand vous dépensez tant chaque mois pour financer nos dépenses sociales. Avec près de 800 milliards d'euros. Vous avez bien entendu, 800 milliards d'euros. La France détient le record mondial de la dépense sociale en proportion de la richesse nationale. Mais savez-vous que le montant des fraudes sociales est évalué jusqu'à 40 milliards d'euros par an? C'est ce que rapporte l'impôt sur les sociétés, c'est plus de la moitié de ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Je vais vous livrer quelques exemples les plus scandaleux de cette ruine organisée du contribuable français. Savez-vous que 2 couples de Roumains ont réussi à déclarer 1200 grossesses? Savez-vous qu'il y a 3 millions de bénéficiaires fantômes de l'assurance maladie? Savez-vous que lors d'un récent contrôle des retraités vivant en Algérie, 40% des pensionnés étaient en fait déjà morts? Plus grave encore, savez-vous que 20% des djihadistes français partis en Syrie ou en Irak continuaient de percevoir les aides sociales? Savez-vous que Salim Ben Galem, l'un des cerveaux présumés des attentats de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo, a continué à bénéficier du versement d'allocations familiales pendant des mois après son départ en Syrie pour un montant supérieur à 12 000 €. Savez-vous que Ismaël Mostefai, l'un des tueurs du Bataclan, percevait 290 € par mois alors qu'il commettait des actes barbares de décapitation? La liste est longue, mes amis, mais nous en avons déjà trop entendu. Et si enfin, nous mettions fin à ce scandale d'État? Et si enfin nous traquions la fraude sociale plutôt que d'augmenter toujours plus vos impôts? Et si enfin nous stoppions l'immigration et l'assistanat? Je m'engage, quand je serai président, à créer la brigade nationale de lutte antifraude, sur le modèle de ce qui fut créé ici, dans les Alpes-Maritimes, en 2011, par Éric Ciotti, et qui a permis de recouvrer près de 15 millions d'euros, rien que pour une année et dans un seul département. Je m'engage
Je m'engage à suspendre les aides sociales pour tout fraudeur social récidiviste. Je m'engage à créer la première carte nationale biométrique à empreinte digitale. Comme au Portugal, ce qu'a refusé la majorité En Marche il y a quelques années, alors que c'est le seul moyen de lutter contre toutes les fraudes à l'identité, aux allocations et aux prestations. Mes chers amis, quand je serai président, l'argent du peuple français ne sera plus confisqué ni détourné par les fraudeurs sociaux et les profiteurs. L'argent public, ça n'existe pas. L'argent public, c'est celui qu'on vous prend. L'argent magique, l'argent gratuit, l'argent théorique, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul argent, le vôtre. Chers amis, quand je serai président, l'argent du peuple français sera rendu enfin aux honnêtes travailleurs, aux honnêtes entrepreneurs, aux honnêtes retraités, aux honnêtes citoyens. La richesse sera rendue à ceux qui l'ont créée, vous. L'injustice, mes amis, je l'ai dit et je le répète, c'est d'avoir un État si fort avec les honnêtes gens et si faible avec la racaille. Vous ici qui travaillez si dur, vous êtes hôtelier, vous êtes serveur, vous êtes restaurateur, vous êtes parfumeur, vous êtes artisan, agriculteur, et vous vous posez la même question tous les jours. Mais pourquoi donc l'État nous traite-t-il comme des délinquants? On ne vous laisse pas conduire, on ne vous laisse pas travailler, on ne vous laisse pas embaucher. Tous les ans, on vous invente de nouvelles normes qui vous coûtent de plus en plus cher à mettre en œuvre chaque année. Et l'on vous tue ainsi, à petit feu. Et puis, ces normes, il faut bien les contrôler, donc l'administration vous envoie des contrôleurs qui viennent contrôler que vous faites bien votre métier. Mais il faudrait leur expliquer à ces chers contrôleurs que les meilleurs juges de votre travail, ce sont vos clients. Alors, quand vous ouvrez une entreprise, il arrive qu'au bout de quelques mois à peine, on vous envoie l'inspection du travail, qui vient compter les heures de vos salariés, qui vient vous dire si tel ou tel appareil est aux normes, qui vient vous déranger pour un oui, pour un non. Quand vous créez une entreprise, je veux que vous puissiez embaucher sans être tout de suite ponctionné. J'exonérerai de charges sociales vos 2 premières embauches. Cela vous laissera le temps de grandir, de construire votre entreprise et de devenir plus fort. Ensuite, il y a le fisc. Rien que le mot vous glace le sang. La multiplicité des réformes, l'empilement des réglementations et des lois, la vitesse à laquelle changent toutes les règles du jeu, tout cela produit une complexité administrative et oblige le moindre commerçant à être tout à la fois comptable, fiscaliste, avocat et pourquoi pas huissier. Laissons les commerçants être des commerçants. Je les connais, je les écoute et je les aime. Les entreprises, les indépendants et même les salariés demandent la même chose. Plus de simplicité, plus de lisibilité et surtout plus de sécurité en matière fiscale. Il est évidemment crucial d'avoir une administration fiscale forte, mais si elle fait la chasse aux contribuables, si elle se lance dans la traque de ceux qui travaillent, de ceux qui payent pour les autres sans rien dire, sans broncher, alors ce n'est plus une administration fiscale, c'est une bureaucratie soviétique. Nous demandons la fin de la tyrannie de Bercy. Quand le fisc vient passer des semaines dans votre magasin, dans votre restaurant, dans votre atelier, dans votre hôtel, dans vos ventes, il est là à vérifier vos dépenses, vos encaissements et même
les pourboires de vos collaborateurs. Quand l'inspecteur vous prend tout ce temps précieux, vous ne servez plus vos clients. Vous ne recrutez pas, vous ne prospectez pas, vous ne préparez pas vos devis, mais vous répondez au courrier de l'administration. Je veux que le fisc aille davantage voir aux côtés des caïds de banlieue. Dans les supermarchés de la drogue, croyez-moi, je leur donnerai du travail. On verra comment le droit du travail est respecté là-bas. Pour les caïds, pas de TVA, pas de charge, pas d'URSSAF, pas de CSG, pas d'impôts, et avec un peu de chance, ils peuvent même toucher le RSA. Et ne le dites pas, certains reçoivent même les APL et les allocations familiales. Jusqu'à quand allons-nous supporter d'être les dindons de cette farce? Je veux que l'administration fiscale cesse d'être l'ennemi du contribuable. Je veux que les Français retrouvent une relation apaisée avec cette administration, qu'elle soit là pour les accompagner avant de sévir, pour leur expliquer avant de punir. La justice, mes chers amis, c'est enfin la fin du laxisme des juges. Parce que nous voulons la sécurité pour nous, pour nos femmes, pour nos enfants, parce que nous voulons enfin la paix. Ici, à Cannes, vous vivez dans une ville relativement paisible, relativement préservée. Longtemps, vous vous êtes cru épargné par l'ensauvagement de la France. Et puis, vous avez connu l'enfer de l'été 2020. Cet été si particulier où les banlieues françaises n'ont pas pu aller en vacances dans leur pays d'origine. Cet été si particulier où vous avez découvert ce qu'était la vie quotidienne de vos compatriotes dans des villes moins chanceuses. Ce fut l'été du vivre ensemble. Je ne veux pas que Cannes soit à son tour ensauvagée. Pour votre ville, comme pour toutes les autres, je supprimerai la loi SRU. La loi SRU, vous savez, c'est celle qui impose aux villes et aux villages de France de disposer d'au moins 25% de logements sociaux, alors que le logement social est devenu progressivement le logement de l'immigration. Si on n'abroge pas cette loi, elle transformera peu à peu toute la France en cité. Non, je ne veux pas de trappe à la campagne. Je ne veux pas de kebab dans tous les villages de France. Dans les cités comme ailleurs, nous n'en pouvons plus d'avoir peur. Nous n'en pouvons plus de conseiller à nos filles de cacher leur téléphone portable. Nous n'en pouvons plus de guetter l'arrivée de nos enfants quand ils prennent les transports en commun. Vous n'en pouvez plus d'être anxieux pour votre grand-mère qui s'est déjà fait arracher son sac. Je n'en peux plus d'entendre vos témoignages désespérés. L'autre jour, à Saint-Quentin, un homme m'a dit « Monsieur Zemmour, on voudrait se faire justice nous-mêmes. » Ce n'est plus possible. Nous voulons un État qui fasse respecter la justice. Nous voulons un État qui fasse respecter la loi. Nous voulons une police. Nous voulons une police qui ne recule plus. La police ne doit plus être intimidée par la racaille. La racaille ne doit plus terroriser l'honnête homme. Pour cela, j'introduirai dans notre droit la notion de défense excusable. Avec cette protection juridique, les commerçants, les braqués, les citoyens cambriolés et les policiers en danger
auront enfin le droit de riposter aux voyous. Oui, je choquerai peut-être la France insoumise et tous les bien-pensants de plateaux télévisés. Mais ainsi, la peur changera enfin de camp. Et que la peur change enfin de camp, le voyou ne doit plus entrer dans un tribunal avec la certitude qu'il en ressortira libre. Le laxisme de notre justice terrifie tous nos concitoyens. Hier encore, je dînais avec des avocats, des policiers et des gendarmes. Oui, mes amis, je ne fais pas seulement l'union des droites, je fais aussi l'union des forces de l'ordre et des avocats. Et croyez-moi, c'était pas gagné. Leurs témoignages sont édifiants, atterrants. Un policier qui avait été attaqué par une bande à coups de tir de mortier se retrouve au tribunal, avec évidemment l'un de ses agresseurs. La présidente du tribunal ne se soucie guère de lui, elle ne le calcule même pas, comme disent les jeunes. En revanche, elle se retourne, toute compatissante, vers le voyou et lui dit avec un air maternel: « Mais enfin, jeune homme, vous vous rendez compte? Vous auriez pu quand même vous blesser. » Comment avoir confiance dans un État qui ne punit plus les coupables? Moi, je suis du côté des Français innocents. J'introduirai des peines minimales à toutes les infractions, les fameuses peines planchers. C'était le cas dans notre code pénal avant 1994. Tous nos voisins le font, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Suisse. Pourquoi devrions-nous toujours être les plus faibles? Avec moi, les juges ne pourront plus donner des peines ridicules à des délinquants reconnus coupables, car ils auront un plancher à respecter. Je mettrai un terme au scandale des remises de peine, qui divise presque toutes les peines par deux. Si je suis élu président de la République, les délinquants purgeront l'intégralité de leurs peines, tout simplement. Je vais vous raconter une terrible histoire. C'est l'histoire de Natacha Mougel. Elle a 29 ans. Elle est violée puis tuée en 2010. On découvre que son assassin avait été déjà condamné 5 ans plus tôt à 10 ans de prison. Comment pouvons-nous tolérer cela? Natacha Mougel, comme tant d'autres, était une Française innocente. Désormais, nous les protégerons. La justice, c'est aussi faire respecter le droit de propriété. C'est un sujet majeur, mes amis. C'est un sujet dont les politiciens ne parlent presque jamais. Moi, je trouve que c'est un scandale. Il faut en parler. Avant-hier, à Paris, Janine, une femme de 59 ans, a tenté de s'immoler par le feu pour attirer l'attention d'Anne Hidalgo. Parce que son... C'est bizarre. Le simple fait de prononcer son nom, ça fait toujours réagir de la même façon. Mais cette pauvre dame le studio de cette pauvre femme était squatté depuis des années. Oui, mes amis, elle a tenté de s'immoler par le feu. Elle attendait depuis des années. Elle a tenté tous les recours, mais rien n'a changé. Je mettrai fin au scandale et à l'injustice des occupations illégales.
Je mettrai fin à l'injustice des occupations illégales, des violations de domicile et des squats forcés. J'en ai assez que tant de Français voient leur maison, leur appartement, leur jardin, leur résidence secondaire, les locaux de leur entreprise même, confisqués par des voyous sans scrupules, avec en prime le lâche soutien de l'État. Oui, souvenez-vous de Garges-les-Gonesse, de Montpellier, de Toulouse, de Marseille ou plus près d'ici encore, à Théoul-sur-Mer l'année dernière. Souvenez-vous de ces situations honteuses, désespérantes pour les Français honnêtes, chassés de chez eux. Dans chaque département de France, chaque année, des centaines de Français, souvent vulnérables, souvent fragiles, toujours abandonnés et sans recours, assistent impuissants au viol de leurs biens, au viol de leur dignité. J'y mettrai fin en créant un vrai délit pénal d'occupation de biens d'autrui. J'imposerai l'expulsion immédiate des squatteurs sans passer par les tribunaux. Et j'obligerai les préfets à utiliser le recours à la force publique pour défendre ce droit fondamental qu'est le droit de propriété. Oui, mes amis. Et puisqu'on est chez nous, je renforcerai le pouvoir des maires contre les occupations illégales de terrains publics par les gens du voyage. Pour cela, je doublerai les amendes. J'imposerai la saisie des véhicules des délinquants et j'exigerai le recours automatique à la force publique dans les 72 heures. C'est Blaise Pascal qui nous rappelle l'essentiel quand il nous dit « La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. » Je vais... C'est bien d'applaudir Blaise Pascal, ça lui aurait fait plaisir. Cette salle est unique, merci. Je vais vous annoncer une autre réforme importante ce soir, mes amis. Je rétablirai la perpétuité réelle. Car aujourd'hui, la perpétuité réelle qu'on nous avait promise pourtant en 1981 n'existe pas. Et les criminels condamnés à perpétuité peuvent avoir des remises de peine dès 18 ans de prison. Je vous l'ai dit, certains crimes méritent la prison à vie. Comment imaginer que Salah Abdeslam, un des terroristes du Bataclan, complice du massacre de 138 de nos enfants, puisse sortir un jour de prison. Mes chers amis, certains me demandent pourquoi je suis si dur. Certains me le reprochent. Mais vous savez, j'ai passé cet après-midi un moment avec Patrick Jardin à Nice. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Patrick a perdu sa fille, Nathalie, le soir du Bataclan. Les djihadistes ont arraché à un père la prunelle de ses yeux. Patrick Jardin nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir et je vous demande de l'applaudir.
Oui, il est là, mon ami Patrick. J'ai parcouru avec lui cet après-midi la promenade des Anglais, là où d'autres victimes nous rappellent un autre massacre que nous n'avons pas le droit non plus d'oublier. Nous n'avons plus le droit de rester les bras croisés. Nous n'avons plus le droit de nous contenter de bougies et de nounours. Vous comprenez pourquoi je suis si dur, car vous aussi, vous vous êtes endurcis. Nous voulons honorer la mort de nos victimes et nous voulons aussi qu'il n'y ait plus de massacre. Ici, dans les Alpes-Maritimes, vous avez été frappés par le djihad. Vous en avez assez d'avoir peur. Moi aussi, j'en ai assez. Ce sera la fin du laxisme judiciaire. Ce sera la fin de l'impunité. J'abaisserai l'âge de la majorité pénale à 16 ans. Les délinquants d'aujourd'hui ne sont plus ceux de nos enfants et ils peuvent voler, violer, tuer comme des adultes. Je veux permettre aux juges d'écarter l'excuse de minorité des 13 ans afin d'éviter de voir les peines des criminels mineurs divisées par deux. Quand un mineur a commis un acte grave, il doit être jugé comme les autres. Nous responsabilisons leurs parents avec la plus grande fermeté. Oui, nous suspendrons les aides sociales pour les parents de mineurs délinquants et criminels. Il faut apprendre à ces enfants l'autorité, celle de leurs parents, celle de la justice et celle de la France. Jusqu'à quand la France devra-t-elle rester le paradis de tous les voyous de la planète? Les binationaux qui commettront des crimes seront déchus de leur nationalité française et expulsés. Oui, ils seront expulsés, tout comme les délinquants étrangers qui seront systématiquement renvoyés chez eux. Messieurs, notre porte est grande ouverte. Nous expulserons en urgence 10 à 15 000 délinquants étrangers actuellement incarcérés. Voilà qui libérera de la place dans nos prisons pleines à craquer. Plus d'impunité, plus d'ensauvagement. Nous voulons la paix, nous voulons la sécurité, nous voulons la tranquillité. Nous voulons la justice pour les Français innocents. Voilà ce qui nous rassemble, voilà ce qui scelle notre union. Voilà pourquoi nous nous rassemblons et pourquoi nous nous ressemblons. Mes chers amis, rien ne me destinait à me retrouver ici, à Cannes, face à vous, pour vous transmettre ce que j'ai en moi. Le feu de la France, l'amour des Français, le sens de la justice. J'avais un autre métier, j'avais d'autres missions, mais quelque chose me taraudait. Quelque chose venait abîmer ma joie de vivre, mon inquiétude,
pour notre pays. Une inquiétude qui ne faisait que grandir. Alors j'ai brûlé mes vaisseaux, je suis descendu dans l'arène, je suis retourné souvent, oui, souvent, pour savoir si quelqu'un d'autre que moi serait plus courageux, serait plus sincère, plus compétent. Je vous avoue, je n'ai vu personne. Alors, je suis là aujourd'hui avec mes amis, avec une équipe de patriotes qui sont comme moi, courageux et inquiets. Et c'est pour cela que vous êtes là, si nombreux. Ce qui nous réunit, oui, ce qui nous réunit tous ici, ce soir, c'est notre amour de la France, c'est notre espoir pour les mois qui viennent. Notre France, la France que nous aimons, la France de tous nos bonheurs, de toutes nos gloires, la France qui porte au-dessus de nous-mêmes, à travers les grandeurs passées. La France nous demande d'être là. Alors, levez-vous, mes amis. Dressez-vous à la manière de tous ceux qui, dans notre pays, se sont levés, se sont dressés quand le pays semblait perdu. On ne nous empêchera pas d'aimer notre pays. On ne nous empêchera pas d'aimer ce que nous sommes. On ne nous empêchera pas d'aimer vivre chez nous et pour nous. Rien ni personne ne nous en empêchera, parce qu'il faudrait nous arracher le cœur et qu'ils n'y arriveront pas. Le courage, c'est nous. Le panache, c'est nous. Le drapeau qui flotte dans le vent de l'histoire, c'est nous. Levons-nous pour dire à la France, la reconquête, c'est nous. L'union, c'est nous. Le peuple, c'est nous. Bienvenue aux militants de LR et de RN. Bienvenue à ceux qui votent et à ceux qui votent plus. Bienvenue à ceux qui espèrent et à ceux qui désespéraient. Bienvenue à la France silencieuse, à la France qui s'engage. Bienvenue à l'histoire et bienvenue à l'avenir. Vive le peuple, vive la République et surtout, vive la France! Il est 20h45, vous venez donc d'assister